2024 aura été l'année avec le plus de tumulte dans le monde du no-code. Entre les vieux acteurs qui font des grandes annonces, les challengers qui arrivent en trombe et une nouvelle section de marché gigantesque qui s'est créée, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Dans cette vidéo, on va voir est-ce que toutes les cartes ont été rebattues, est-ce que c'est fini pour le no-code et est-ce que des outils comme Bolt ou Lovable vont prendre le dessus dans le no-code. Et vous allez voir que vous allez être surpris. Mais avant même de parler des outils no-code, il faut déjà peut-être redéfinir ce qu'est un outil no-code. Parce que dernièrement, ça faisait des gros fourre-tout. Les outils no-code sont des plateformes de développement logiciel qui permettent aux utilisateurs de créer des sites, des applications ou des workflows sans écrire de code traditionnel. Et ces outils comportent généralement des interfaces de drag and drop ou glisser-déposer et des environnements de développement visuel, donc de programmation visuelle. Il peut y avoir parfois des composants ou des modèles préconstruits, des capacités d'intégration avec d'autres logiciels et c'est adapté aussi bien pour les sites que pour les applications web, que pour les applications mobiles, que pour des outils internes, des bases de données ou des scénarios automatisés. Personnellement, j'adore les catégoriser en 7 familles. Il y a des outils pour créer des applications, qu'elles soient web ou mobiles. Dedans, on peut citer Bubble, Flutterflow, Adalo, Glide, Softer, Toddle, WeWeb ou encore Wised. Il y a aussi des outils de base de données qui sont faits pour des usages différents, comme par exemple Xano plutôt pour des grosses applications, Notion ou Airtable pour des petites applications internes ou des outils internes customisés. Ensuite, il y a les outils pour créer des sites, il y en a plein, mais les principaux vont être WordPress, Wix, Webflow ou Framer. Viennent ensuite les outils d'automatisation comme N8N, Make et Zapier, les outils de chatbot ou formulaire comme par exemple Typebot, Typeform, Chatflow, etc. Des outils de productivité, mine de rien, qui deviennent en quelque sorte des outils no-code avec beaucoup d'automatisation comme Notion, ClickUp ou même Asana. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça, je schématise grossièrement pour essayer de catégoriser un peu tous ces outils. Et début 2024, les plus connus de ces 7 familles, c'était sans aucun doute Zapier, Make, Webflow, Notion et Airtable. On peut aussi citer Bubble et Flutterflow, mais auprès d'un grand public très large, ils étaient un peu moins connus. Et vous pouvez noter que je n'ai pas cité Bolt et Lovable, et c'est précisément ce dont je vais parler plus tard dans la vidéo. Donc, maintenant la question à se poser, c'est où est-ce qu'on en est avec le no-code ? Comme je vous l'ai dit, 2024 avait été clôturé en trombe. Plein d'annonces révolutionnaires, plein d'ambitions et un marché qui était devenu vraiment mature. Et pour commencer, on peut parler des anciens comme par exemple Bubble. Donc Bubble, sur les outils no-code, il fait office de vieux papy. Ils ont commencé à travailler dessus en 2013. Ça veut dire que Bubble a 12 ans. Et ils ont annoncé un truc ambitieux en novembre dernier. 2 choses. 1, la possibilité de créer des applications avec l'aide de l'IA. Et même si l'annonce est sympa, dans la réalité, c'est peut-être pas si incroyable que ça, mais ça va venir, évidemment chaque chose en son temps. Et ensuite la deuxième chose qui est selon moi beaucoup plus intéressante, c'est la capacité de créer des applications natives, mobiles, grâce à React, et donc la conversion d'une app Bubble existante pour le web en app native mobile. Et pour être honnête, j'ai très hâte d'en parler, mais j'en parle pas encore parce que c'est encore indisponible pour grand public. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'ils ont fait avec lequel perso j'ai un peu de mal, c'est le fait d'annoncer quelque chose et de le sortir 6 mois après. Je me souviens qu'en 2023, ClickUp avait fait ça et ça a été assez énervant. Et là, c'est Notion et Bubble qui s'y sont mis à annoncer des trucs pour les rendre disponibles 6 mois plus tard. Franchement les gars, faites comme Apple, juste annoncez un truc et sortez-le 7 à 10 jours plus tard. C'est très bien comme ça. Ensuite, il y a eu Flutterflow. Donc Flutterflow qui est l'outil de référence pour créer des applications mobiles sans coder, qui avec sa version 5.0 a fait beaucoup de fonctionnalités pour essayer de convaincre les développeurs. Ils ont ajouté le branching, les commits, mais aussi une extension Flutterflow pour VS Code et Cursor. Donc leur objectif était clair, convaincre un maximum de développeurs de rejoindre l'aventure no-code. Ensuite, on peut parler de Webflow qui était pendant très longtemps la référence des sites web. C'est d'ailleurs le premier outil no-code que j'ai vraiment utilisé et qui a fait des choix un peu audacieux en essayant d'intégrer des workflows directement à son outil et qui au final est revenu un peu en arrière là-dessus pendant qu'un acteur européen lui grappillait tout sur son passage, Framer. La première fois que j'ai touché à Framer, je connaissais déjà Webflow et pourtant j'ai été vraiment subjugué parce que c'était vraiment mon rêve de pouvoir designer mon site comme je le faisais sur Figma mais d'ensuite pouvoir le publier directement. Et évidemment, je dis pas que Webflow est mieux que Framer. C'est 2 logiques différentes, il y en a un qui est plus simple d'accès et l'autre qui vous laisse exporter le code. Il y en a un qui est européen, Framer, et l'autre qui est américain, Webflow. Mais je sais pas comment vous dire, j'ai eu une sorte de feeling avec Framer où je me suis dit que ça allait devenir la nouvelle référence parce que c'était tellement simple de créer des sites web, ça devenait tellement facile que forcément il y allait avoir un taux d'adoption largement supérieur. Dans Framer, on s'embête pas avec des classes comme on peut le faire dans Webflow et ça rend le process beaucoup plus rapide. Maintenant, je peux comprendre tout à fait que certains préfèrent toujours Webflow parce qu'il y a une autre approche et ceux qui sont habitués à Webflow peuvent être habitués à cette approche et apprécier Webflow.
Ensuite, au niveau des outils d'automatisation. Donc pour nous les Européens, ceux qui résident en Europe, c'est une sorte d'évidence depuis des années, c'est que Make est meilleur que Zapier. C'est moins cher, c'est tout aussi performant, voire plus. Et honnêtement, j'ai préféré Make dès la première seconde où je l'ai utilisé. Et à chaque fois que j'avais un client américain, il utilisait Zapier et je me disais mais pourquoi il n'utilise pas Make? Et pour moi, Make était meilleur à tous les niveaux, sauf peut-être au nombre d'intégrations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les formateurs francophones se sont plus attardés sur Make plutôt que Zapier. J'ai même personnellement failli collaborer avec eux, mais ça s'est pas fait pour une histoire de contrat. Ouais, j'ai un peu la tête dure là-dessus. Et c'est un outil qui a connu une croissance fulgurante en 2024, avec de plus en plus de créateurs qui en parlaient, ce qui est quand même un bon signe de popularité d'un outil. Et ils étaient en folie jusqu'à la deuxième moitié de 2024, où un acteur est venu un peu les embêter, N8N. Et c'est précisément pour cette raison que je suis ravi de ne pas avoir signé de contrat, sinon j'aurais été dans l'impossibilité de parler de N8N. Parce que N8N, ils sont arrivés en fin d'année en mode fusée. Et encore une fois, c'est une boîte allemande, en même temps qui mieux que des Allemands ou des Japonais pour automatiser des process. Oui, parce que même si Make a été créé en République tchèque, ils ont été rachetés par une boîte allemande qui s'appelle Celonis. Et c'est un mastodonte de l'automatisation. Et honnêtement, avant de préparer cette vidéo, je ne savais pas. Je savais pas qu'ils étaient si énormes, mais en réalité, ils sont quasiment aussi gros que Zapier. Et N8N, c'est devenu au fur et à mesure de 2024 une vraie bonne alternative. Parce que c'est un outil qui permet d'automatiser tous les process, qui est peut-être un petit peu plus dur à prendre en main, mais qui a l'avantage énorme, voire même gigantesque, surtout quand on automatise, d'être open source. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer sur votre propre serveur et de ne pas être facturé au nombre d'opérations, chose qui est le cas avec Make ou Zapier. Donc ça, c'est pour l'automatisation. Et puis pour la création d'applications, on a vu WeWeb vraiment émerger. Je sais que dans la communauté francophone, le combo WeWeb et Xano est très apprécié. Et en début 2025, ils ont mis un énorme coup de pression à Bubble en sortant leur IA. Ça veut dire qu'on a un peu le meilleur des deux mondes. On peut aussi bien construire notre application visuellement et si jamais on a envie de rajouter des choses, se faire aider de l'IA pour certains composants. Donc je sais que Bubble est en train d'y arriver aussi, mais avec cette annonce, ils ont fait pas mal de bruit et je trouve que c'est une alternative extrêmement intéressante dans le monde du no-code. Et enfin, le dernier qui commence vraiment à percer en fin 2024, c'est Toddle. Et Toddle, c'est un peu la même chose que N8N, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet de créer des applications web et qui va devenir open source. Là, ils sont encore en train de faire le process, mais ça ne saurait tarder. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé dans le monde du no-code en 2024. Évidemment, il y a des choses desquelles j'ai pas parlé. Je peux pas parler de tous les outils no-code, mais j'ai essayé de faire un résumé assez général. Maintenant, c'est important de se méfier de ce qui va se passer en 2025. Oubliez tout, DeepSeek roule sur tout le monde. Oubliez tout, Mistral roule sur DeepSeek. Oubliez tout, XAI roule sur Mistral. C'est la même chose avec les outils no-code qui sont apparus en 2024 comme Bolt ou Lovable, avec la promesse de pouvoir créer n'importe quelle app en faisant simplement quelques prompts. J'ai testé et pour être honnête, c'est vraiment impressionnant. C'est très probablement le futur du développement. Mais désolé de vous le dire, ce n'est pas du no-code. Si vous ne savez pas lire du code, ne vous amusez pas à créer une application. Parce qu'à moins d'apprendre à coder, à un moment donné, vous serez bloqué. Pour moi, ces outils-là, comme Bolt et Lovable, sont un moyen d'apprendre à coder à travers l'IA, en ayant une IA qui répond contextuellement à ce que vous êtes en train de faire dans votre app. C'est un moyen aussi d'accélérer le développement en injectant des prompts. Mais ce n'est pas un outil no-code. Parce que contrairement aux outils no-code qui ont été pensés pour ça, il n'y a pas de garde-fou si l'IA hallucine. Il n'y a pas d'UX qui a été pensé pour ceux qui savent pas coder. Il y a juste du prompting et du code. Et même les outils eux-mêmes comme Bolt ou Lovable ne se présentent pas comme étant des outils no-code. Personnellement, je les appellerais plutôt des outils de code assistés par IA. Cela dit, contrairement à d'autres créateurs, j'ai pas d'avis définitif. C'est des boîtes très jeunes qui ont des investissements vraiment ahurissants et ils commencent tranquillement à injecter une forme de programmation visuelle qui permet de modifier les éléments. Et je pense qu'il faut jamais juger une innovation aussitôt, faut juste leur laisser le temps de trouver l'angle parfait. Est-ce que c'est une innovation qui est faite pour les développeurs? Aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est une innovation qui est faite pour les no-codeurs, les gens qui ne savent pas coder? Aujourd'hui, non. Mais demain, peut-être que ça sera le cas. Et là-dessus, il faut un peu se méfier de ce qu'on appelle le Gold Rush. Parce que oui, aujourd'hui, tous les jours, vous avez des vidéos IA News avec les dernières nouveautés de toutes les LLM et de tous les derniers outils. Et tous les jours, vous aurez des créateurs qui vous diront que cet outil-là qui est sorti aujourd'hui est meilleur que celui qui est sorti il y a 2 jours. Et je le sais mieux que personne parce que je l'ai déjà fait. C'est le jeu, c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes et la création de contenu. Mais en tant que spectateur, c'est pas comme ça que vous allez être à la page
page avec l'IA. Vous serez plutôt comme une sorte de petit vieux qui regarde un énième fait divers sur CNews. Pour être vraiment à la page, il faut choisir l'outil qui vous parle le plus, sur lequel vous vous sentez à l'aise, et de passer suffisamment de temps dessus pour en tirer profit. Parce que croyez-moi, des Lovable, des Bolt qui ont autant d'investissement, il y en aura d'autres. Et l'essentiel, c'est de passer suffisamment de temps sur un outil en particulier pour devenir bon, en créant des choses pour vous ou pour des clients. Le reste, ça reste une quête effrénée vers l'objet brillant et rien d'autre. Et c'est pour ça que vous devez vous méfier de 2025, parce qu'au plus on va avancer dans l'année, au plus vous aurez de nouveaux outils, au plus vous aurez de nouvelles choses et de nouvelles opportunités, et le plus important là-dedans, c'est de rester focus. Donc faites un pas de recul, allez à votre rythme, parce que dites-vous que les gagnants, c'est pas ceux qui vont le plus vite, c'est ceux qui restent le plus longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui va changer en 2025? Je pense que cette année, elle va être révolutionnaire pour le no-code à plein d'égards. Pour moi, elle fera vraiment l'union entre les développeurs et les no-codeurs. À voir qui proposera la meilleure expérience unifiée pour pouvoir créer sans coder. Pour moi, ça fait longtemps que j'attends cette expérience, c'est l'hybride parfait entre IA et programmation visuelle, parce que je pense que le futur du no-code, il est là. Le tout, si possible, en n'ayant pas de vendor locking, notamment au niveau des bases de données. Donc maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ce seront les outils de code assistés par IA comme Bolt ou Lovable qui arriveront à faire de la programmation visuelle en premier, ou est-ce que c'est ceux qui étaient là avant comme Bubble, WeWeb qui vont réussir à bien implémenter l'IA et au final faire une meilleure expérience par-dessus. En tout cas, WeWeb a très bien commencé, Bubble suit de près évidemment, mais dans tous les cas, peu importe l'outil que vous utiliserez, ce qui est essentiel, c'est est-ce que l'outil me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Je vois tellement de débats sur les différents outils, oui, ce truc-là est mieux que l'autre, mais en réalité, le meilleur outil, c'est celui qui vous permet de créer votre app, de la publier si jamais vous les publiez sur les stores, de les publier sur le web, de les partager, d'avoir des clients. Tout le reste, c'est juste des guéguerres de développeurs qui n'avancent à rien. Je pense aussi qu'en 2025, ce sera la démocratisation de l'ère de l'open source, parce que c'est un peu comme quand le contenu s'est démocratisé sur YouTube, ceux qui ont eu le plus de succès, c'est ceux qui ont d'abord partagé beaucoup de valeur gratuitement, pour ensuite créer de la confiance et pourquoi pas proposer des produits ou des opérations sponsorisées. Plus on avancera dans le temps, plus le code et les applications deviendront une commodité. Et il y aura quasiment autant d'apps que d'humains sur Terre, et ça va même s'infléchir à un moment donné où il y en aura beaucoup plus. Et l'un des facteurs de succès, de réussite, de viabilité de ces applications, au-delà même du problème qu'elles résolvent, sera leur capacité à faire preuve de transparence, en créant du contenu par exemple, ou en construisant une communauté autour de son produit. D'ailleurs, mon ami Baptiste a été visionnaire là-dessus parce que ça fait maintenant plusieurs années que Typebot est open source et c'est un outil qui est vraiment génial et qui a une super communauté qui est très engagée. Pour moi, c'est sans aucun doute le modèle de demain parce que qui dit gratuité dit adoption, qui dit adoption dit communauté, qui dit communauté dit relais en création de contenu et qui dit création de contenu dit visibilité, qui dit visibilité dit client. Donc moi, je pense que l'open source va se généraliser et on aura des champions entre guillemets qui feront l'union entre les développeurs et les no-codeurs grâce à l'open source, une philosophie dans laquelle les deux pourront se retrouver. Évidemment, en 2025, ce sera aussi l'ère des agents IA avec des outils no-code qui permettent déjà de créer des agents IA. Il y en aura évidemment beaucoup plus, c'est une certitude, mais ça on en reparlera bientôt sur ma chaîne. Et avant de terminer, je voulais vous laisser avec mes petits paris pour 2025. Donc je pense que N8N va vraiment s'affirmer en tant que champion de l'automatisation. Je pense que Framer va s'installer encore plus en tant que référence sur les sites web. Je pense que Bubble va devenir une sorte de Shopify du no-code, c'est-à-dire une solution assez facile à prendre en main, qui vous permettent de faire globalement ce que vous voulez, en facilitant la création d'apps web ou mobile pour les novices. Et je pense que Toddle peut devenir l'outil qui va devenir la référence pour les développeurs, et qui va faire ce lien entre programmation visuelle, mais cette fois vraiment orientée pour les développeurs. Et je vois bien aussi un acteur pour concurrencer Flutterflow sur les apps mobiles, parce que les apps mobiles, ça n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui, et je les trouve un petit peu seuls sur ce segment de marché, donc avoir une sorte de compétiteur sur un autre langage, par exemple Swift, ça pourrait être intéressant, et je suis sûr qu'on va voir ça arriver. Et je pense aussi, ça peut faire débat, que Notion va connaître un premier plateau dans sa popularité, parce qu'il arrive à une forme de maturité de produit, un peu comme avec les iPhones, où certes ça évolue, mais un peu en rythme de croisière. Et je pense aussi qu'à la fin 2025, on pourra se retrouver à ce moment-là. Il n'aura jamais été aussi simple que de créer une application, qu'elle soit mobile, qu'elle soit web, une automatisation, un site. Bref, au plus on va avancer, au plus ça va être facile. Et au plus ça va être facile, au plus ceux qui auront une vraie carte à jouer dans les apps du futur seront les UX designers, c'est-à-dire ceux qui sont capables de faire des vraies interfaces qu'on a envie d'utiliser. Et voilà, n'hésitez pas à débattre en commentaire sur vos idées sur le no-code en 2025. Je vous retrouve très bientôt. Des bisous.